Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sentiment qui semble être devenu la norme pour beaucoup, une fatigue profonde, vraiment tenace. On a un texte de l'Atelier du Sens qui met des mots très justes là-dessus, en la décrivant non pas comme une faiblesse, non, mais comme un signal d'alarme. Un signal dans un monde qui va tout simplement trop vite. Et ce signal, il nous force à une confrontation qu'on fuit souvent, celle avec notre propre silence intérieur, un silence qui, pour beaucoup, est source d'angoisse. Le dissident. Oui, et c'est exactement là que se situe le cœur de notre discussion, je crois. La question qui se dégage, c'est est-ce que cette fatigue est, comme le suggère le texte, une crise de sens avant tout individuelle? Un appel quoi? Un appel de notre corps, de notre esprit à ralentir, à affronter ce vide pour se réaligner. Ou bien, est-ce que c'est le symptôme inévitable d'un système, un système économique et social, qui nous pousse à l'épuisement minaille? Un système où le bruit, l'agitation constante sont une condition de survie, ce qui rend toute solution purement impersonnelle, au fond, insuffisante. Pour ma part, je pense que la grande force de ce texte, c'est justement de voir cette fatigue comme un message que l'on s'envoie à soi-même. C'est une occasion, peut-être forcée, oui, mais nécessaire, de retrouver un sens plus profond en choisissant de ralentir pour, comme il le dit si bien, aller plus juste. Le dissident. Et je défendrai une autre lecture. Si le diagnostic est, je trouve, brillant, le remède proposé me semble incomplet. En se concentrant sur cette solution intérieure, on risque de passer à côté de la nature systémique du problème et au final de faire peser toute la charge du changement sur les épaules de ceux qui n'ont déjà plus la force de se tenir debout. Mon point de vue, il part d'une idée simple. Ce texte nous offre une perspective libératrice en recadrant complètement la fatigue. Ce n'est plus un échec, vous voyez, ce n'est plus une tare personnelle, mais un signal intelligent de notre corps. C'est un peu comme le voyant d'huile qui s'allume sur votre tableau de bord. On peut l'ignorer, continuer à rouler en se disant qu'il faut être plus fort, mais au fond, on sait que le problème est plus profond que le voyant lui-même. La fatigue, c'est ce signal qui nous dit que notre moteur interne est en surchauffe. Le texte souligne que ça arrive parce qu'on a tenu longtemps, qu'on a porté beaucoup. Et il précise que ça touche souvent les personnes sensibles, engagées, consciencieuses. Ce sont un peu les canaris dans la mine de notre société. Du coup, la solution qu'il propose, ce n'est pas de faire plus d'efforts, plus d'objectifs, non, c'est de retrouver du sens. C'est un premier pas qui commence par s'autoriser à ne rien avoir à prouver aujourd'hui. Ce changement qui part de l'intérieur, c'est le seul point de départ sur lequel nous avons un réel pouvoir. Le dissident. Je suis entièrement d'accord sur la justesse de cette description. Vraiment, qui n'a pas ressenti ça? Mais c'est sur la conclusion que nos chemins se séparent. Centrer la solution sur l'individu, c'est prendre le risque, un grand risque, de psychologiser un problème qui est éminemment politique, économique. D'ailleurs, le texte le dit lui-même, il identifie les causes. On vit dans un monde qui va vite, on nous demande d'être performants, motivés, adaptés. Cette surcharge structurelle, ce n'est pas une idée vague, c'est très concret. C'est la culture des notifications Slack à 22 heures. C'est l'attente implicite que vous répondiez aux emails le week-end. C'est le concept de polyvalence qui devient un prétexte pour faire le travail de 3 personnes. Le système a des mécanismes très très concrets pour nous épuiser. Alors, proposer de s'autoriser à respirer comme premier pas, c'est offrir une stratégie de survie, une bouffée d'oxygène. C'est nécessaire, j'en conviens, mais ce n'est pas une solution à la cause fondamentale. C'est un peu comme apprendre à quelqu'un à mieux respirer dans une pièce où l'air est vicié. La question, c'est pas seulement de savoir comment l'individu peut aller plus juste, mais comment on peut collectivement purifier l'air que nous respirons tous. Mais n'est-ce pas sous-estimer la nature profonde de cette fatigue? Le texte suggère qu'on est face à une fatigue existentielle. Quand on part de ça, on ne parle pas juste de l'envie de faire une sieste. On parle de ce sentiment de « à quoi bon », etc., de cette lassitude qui touche au sens même de nos actions, le fait qu'elle affecte particulièrement les personnes consciencieuses et engagées, est pour moi la preuve qu'il s'agit bien d'une crise de sens. Ce sont justement ces personnes qui ressentent le plus violemment le décalage, la dissonance entre leurs valeurs profondes et les exigences d'un monde qui ne jure que par la performance. La fatigue est le symptôme physique de cette dissonance intérieure. Ce n'est pas juste un manque d'énergie, c'est un signal que la direction que nous suivons n'est plus la bonne pour nous. Le dissident, je vous suis sur l'idée de la dissonance, tout à fait.
Mais justement, je me demande si cette dissonance n'est pas en fait une conséquence plutôt qu'une cause. Laissez-moi m'expliquer. Ces mêmes personnes, consciencieuses et engagées, avec leurs valeurs fortes, sont aussi les ressources que le système actuel exploite le plus efficacement. Leur sens du devoir, leur engagement, leur professionnalisme sont des qualités qui sont littéralement extraites, pompées jusqu'à la dernière goutte. Leur fatigue n'est pas tant le signe d'un conflit intérieur abstrait que le résultat logique, prévisible d'une surcharge structurelle. On ne leur demande pas juste d'être performantes, on leur demande d'investir leur âme, leur sens, leur conscience dans leur travail. L'épuisement qui en résulte est donc bien plus profond. La dissonance n'est peut-être pas la cause de la fatigue, mais la conséquence d'un système qui exploite leurs meilleures qualités jusqu'à les briser. D'accord, mais alors, la question devient très concrète. Que fait la personne qui est au bord du gouffre, là, aujourd'hui? Si on attend le grand changement collectif, la révolution systémique, ne la laisse-t-on pas sans aucun levier d'action? C'est précisément là que la proposition de se réaligner devient, à mon sens, un véritable acte de résistance. Dans un monde qui nous pousse à la réaction permanente, à l'action incessante, choisir de s'arrêter pour, comme le dit le texte, comprendre pourquoi on fait encore, c'est un acte de pouvoir immense. C'est reprendre le contrôle là où on peut le prendre, sur soi. Le texte n'a pas la prétention de changer le monde d'un coup de baguette magique. Son ambition, c'est de remettre de l'humain là où il n'y en a plus assez. Et cela, par nécessité, commence par soi. C'est un acte de souveraineté personnelle face à des pressions déshumanisantes. Le dissident. Je comprends tout à fait l'attrait de cette idée de résistance individuelle, de souveraineté. C'est une idée puissante, je ne le nie pas. Mais j'y vois un risque, celui de confondre un soin palliatif avec un remède. Si l'acte de s'autoriser à respirer ne suffit pas à contrer les pressions économiques, managériales ou sociales, qui, elles, ne s'arrêtent pas, cet appel à la responsabilité individuelle peut se retourner contre la personne. Il peut devenir une source de culpabilité supplémentaire. On me dit de me réaligner, mais je n'y arrive pas. Les factures s'accumulent, mon chef me harcèle, donc le problème vient encore de moi. Vous voyez ? Le problème, c'est pas seulement que l'humain manque, c'est que le système est activement structuré pour l'évacuer, pour le rendre non rentable. Se réaligner dans un environnement qui pousse constamment au désalignement, c'est une lutte héroïque et potentiellement une autre source d'épuisement. C'est demander à quelqu'un de construire un bateau plus solide en pleine tempête. Oui, c'est utile, mais le vrai problème, ça reste la tempête. Mais le texte ne dit jamais que c'est facile. Au contraire, il met en opposition deux logiques. D'un côté, la logique du système, celle du « faire plus » qu'il rejette de manière explicite. Plus d'efforts, plus d'objectifs, plus de discipline. C'est cette logique productiviste qui nous a menés à l'épuisement. Et de l'autre côté, il propose une alternative qui est à mon sens radicale. Aller plus juste. Il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle tâche sur notre to-do list. 1. Acheter du pain. 2. Payer la facture. 3. Me réaligner. Non, il s'agit de changer complètement de paradigme. C'est une redéfinition de ce que sont le progrès et la réussite. On passe d'une définition quantitative, combien j'ai fait, combien j'ai gagné, à une définition qualitative. Est-ce que ce que je fais est aligné avec qui je suis? Est-ce que ça a du sens? C'est une critique fondamentale du toujours plus. Le dissident. J'admets que cette critique est non seulement puissante, mais absolument nécessaire. Le rejet de la logique du faire plus, c'est le cœur du diagnostic, et il est très juste. Cependant, la notion d'aller plus juste, telle qu'elle est formulée, reste confinée à la sphère individuelle. On nous explique comment je peux aller plus juste, mais le texte ne nous dit pas comment nous pourrions, en tant que société, aller plus juste. Il part d'un problème qui est formulé de manière collective, on vit dans un monde qui va vite, mais il aboutit à une solution qui demeure solitaire. Il y a là une tension qui n'est pas résolue. Comment peut-on bâtir une société qui va plus juste si la démarche reste purement introspective? Si une personne décide d'aller plus juste dans une entreprise qui valorise le toujours plus vite, que se passe-t-il? Elle est marginalisée ou licenciée. La fatigue est un vécu partagé, c'est une épidémie silencieuse. La réponse ne devrait-elle pas être, elle aussi, partagée et collective? Notre échange montre bien que le texte touche à un point névralgique, vraiment, à la jonction de l'intime et du collectif. Je maintiens que son apport principal, sa grande force, est de valider ce ressenti individuel, de dire à la personne épuisée « ce que tu ressens est légitime et ce n'est pas une faiblesse, c'est un guide ».
La reconquête du sens par un réalignement personnel n'est peut-être pas la solution à tous les maux de la société, j'en conviens, mais c'est le seul point de départ authentique et puissant dont dispose l'individu. C'est la première brique. Sans cette prise de conscience individuelle, sans cette décision de dire « stop » pour soi-même, aucune construction collective solide n'est possible. Comment vouloir changer le monde si on ne s'autorise même pas à prendre soin de son propre monde intérieur ? Cet échange confirme que le texte pose une question qui est absolument fondamentale pour notre époque. De mon côté, je reste convaincue que si cette quête de sens est vitale, elle ne doit pas nous rendre aveugles au cadre systémique qui la rend à la fois si difficile et si nécessaire. La fatigue est un symptôme politique autant qu'un symptôme personnel. C'est le résultat d'un modèle de société. La question qui demeure, et que le texte laisse finalement ouverte, c'est de savoir comment on peut lier cette introspection individuelle, qui est indispensable, à une action collective qui est tout aussi nécessaire pour transformer le monde qui nous épuise. L'un sans l'autre me paraît soit impuissant, soit illusoire. Finalement, l'analyse de ce texte révèle bien la double dimension de cet épuisement contemporain. Il se situe précisément à l'intersection entre la sphère intime, de nos valeurs, de nos limites, de notre besoin de silence, et les structures collectives qui, par leur bruit et leur vitesse, nous poussent constamment à les ignorer, voire à les mépriser. Le dissident tuait. Et c'est peut-être là que réside la valeur de cette réflexion. Elle nous confronte à cette complexité, sans offrir de réponse simple ou toute faite. Elle nous laisse avec la tâche à nous d'explorer plus en profondeur ces enjeux, qui sont cruciaux à la fois pour notre équilibre personnel et pour l'avenir de notre société. La conversation en fait ne fait que commencer.